Prix de l'excellence 54 prix décernés aujourd'hui pour célébrer et promouvoir les meilleurs de la Côte d'Ivoire, tout domaine confondu. Clôture de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il était question, entre autres, de corriger les insuffisances et d'examiner de nouveaux domaines de coopération. Le président Ouattara a participé à la conférence. Et puis les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. L'Égypte repousse les pourparlers après la capture d'un soldat israélien. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. C'est aujourd'hui 1er août que la Côte d'Ivoire célèbre la journée de l'excellence. 54 prix seront décernés à des personnes physiques et morales. Les récipiendaires se sont distingués par leur travail et leur mérite dans plusieurs domaines d'activité. Administration publique, secteur privé et société civile. Il s'agit de valoriser la culture du travail et de l'excellence et faire prendre conscience aux jeunes et aux enfants l'importance du travail bien fait. Et puis les relations ivoiro-burkinabées sont au beau fixe au cours de la cérémonie de clôture de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Le président Ouattara a évoqué l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations prises lors du 3e sommet en vue de corriger les insuffisances et d'examiner de nouveaux domaines de coopération. La poursuite de la mise en œuvre des projets identifiés était aussi à l'ordre du jour. Selon le chef de l'État, la signature de près d'une trentaine d'accords démontre qu'Ivoiriens et Burkinabés sont tournés vers le renforcement de ce partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Satisfaire les besoins des téléspectateurs, un engagement pour un service de qualité, pour améliorer la qualité du service public et prendre en compte les préoccupations de la population. La RTI a procédé à la nomination des médiateurs. Le reportage de Gabriel Lazani. S'il y a une personne qui dit ce qu'elle pense, c'est bien l'actuel médiateur de la radio-diffusion-télévision ivoirienne. Ibrahim Koné est reconnu pour son franc-parler dans ses relations avec les autres. C'est un choix judicieux du conseil d'administration de la RTI. Cet ancien directeur général de la radiodiffusion a été coopté pour sa connaissance parfaite du milieu et son professionnalisme avéré. Il est bon qu'on puisse avoir donc quelqu'un, une structure ou bien une personne qui joue le rôle d'interface entre donc la télévision et les personnes qui jugent être peut-être défavorisées par une information ou bien par un traitement quelconque, de sorte que nous puissions travailler toujours avec à l'esprit l'idée de faire de rendre donc un service de qualité. Personnalité indépendante chargée d'examiner les plaintes des citoyens contre l'administration, le médiateur n'est pas l'œil du gouvernement, ni le représentant des pouvoirs publics. Aujourd'hui, sa présence oblige le groupe à faire bien les choses. Le médiateur peut emmener aujourd'hui la RTI à bien son travail pour la satisfaction de ses téléspectateurs. Nommer un médiateur maintenant, c'est une bonne chose parce que nous avons de temps en temps besoin de faire certaines remarques quant au contenu des émissions de la RTI. Il se prononce en fonction du code d'honneur du journaliste et de l'animateur, n'intervient pas dans le traitement de l'information et n'est pas non plus l'avocat du personnel. Bref, son champ d'action est aussi vaste que les besoins des populations. C'est pourquoi il a dit lui-même dans son allocution, pour que la médiation soit efficace, chacun et à tous les niveaux de responsabilité doit accepter de jouer le jeu de la médiation. De promotion des chants traditionnels BT a vu le jour. Il s'agit du festival Glolo. Le conte, le chant et les paroles poétiques utilisées par les chansonniers seront valorisées à Gagnoa du 7 au 9 août prochain lors de cette première édition. En attendant, découvrons un aperçu de cet aspect du patrimoine avec Serge Collier. En pays BT, l'art oratoire compte pour beaucoup dans l'interprétation d'une belle mélodie. Le conte, la poésie, le chant s'entremêlent pour donner libre cours aux paroles philosophiques de ce genre musical appelé Touru, rythme mythique dans la région du Haut-Sassandra. Dans la région du Go, l'alter ego du Touru, c'est le Lugutouli.
un genre dont la force réside dans le message oral véhiculé par le chansonnier. C'est toute cette diversité musicale que l'association Awalé Agriculture a décidé de promouvoir à travers le festival Glolo de Gagnoua. Ce festival est une tribune pour valoriser ce pan entier du patrimoine immatériel de la Côte d'Ivoire. Pour l'initiatrice de ce festival, Bekoin Zagbayou Hortense, présidente de l'association Awalé Agriculture, le festival Gololo va susciter une dynamique culturelle. Le festival va permettre surtout à Gagnoua d'être une plateforme artistique et une destination touristique. Le festival Glolo de Gagnoua entend surtout renforcer la cohésion sociale, d'où le thème culture et cohésion. Au programme, des expositions d'instruments traditionnels de musique en voie de disparition, des conférences débats. Il se tient du 7 au 9 août prochain avec un concert de clôture animé par John Kifi au stade Biakabuda de Gagnoua. Un plan de lutte de 100 millions de dollars à plus de 50 milliards de francs CFA pour lutter contre la fièvre Ebola. Une annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé. Paris, Berlin et Washington ont recommandé à leurs ressortissants d'éviter les voyages vers les pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Plus de 600 personnes ont perdu la vie à cause de la fièvre Ebola. Aucun vol de la compagnie Askai basée au Togo vers le Libéria et la Sierra Leone. Mesure d'urgence depuis qu'un de ses passagers, un Américain d'origine libérienne, est mort de la fièvre Ebola il y a quelques jours. Il venait de Guinée et s'est éteint dans un hôpital du Nigeria. À bord de son vol, beaucoup de passagers togolais, de quoi semer la panique dans les rues de Lomé. Je sens la peur dans mon cœur, car c'est une maladie que si ça t'attaque dans l'immédiat, tu meurs. On est prêt à faire face, affirment les autorités togolaises, en inaugurant un centre de soins dédié au virus Ebola. Tout le dispositif est aujourd'hui disponible et mis en place et que les médecins, les personnels soignants, tout est disponible pour que, au cas où il y avait par malheur un cas de ce genre, nous puissions le prendre totalement en charge. En Côte d'Ivoire aussi, l'inquiétude est très vive. Ebola fait rage en Guinée et au Libéria, 2 pays frontaliers. Peur de voir l'épidémie débarquer ici, alors qu'elle a déjà tué plus de 700 personnes dans la sous-région. La situation nous préoccupe. Nous nous donnons les moyens de prévenir la propagation chez nous. Et si malheureusement, malgré nos efforts, elle advenait sur notre territoire, nous ferons en sorte de l'endiguer et de la contenir. Premièrement, surveillance épidémiologique, renforcement du contrôle sanitaire aux frontières. La menace Ebola est ressentie jusqu'en Grande-Bretagne. Le chef de la diplomatie anglaise a tenu une réunion de crise pour annoncer des mesures de précaution. Même alarme aux États-Unis qui confirme la mort d'un ressortissant et la contamination d'au moins 2 humanitaires par le virus. L'organisation d'aide américaine Peace Corps a décidé de rapatrier tous ses bénévoles du Libéria, de Sierra Leone et de Guinée. Une réunion se tient aujourd'hui même en Guinée sur le virus Ebola. Au moins 22 personnes ont été tuées en Centrafrique lors de violents affrontements hier et avant-hier entre miliciens anti-Balaka et ex-rebelles Seleka à Batangafo, à 300 km au nord de Bangui. L'annonce a été faite aujourd'hui même par la force africaine MISCA. Le procès public contre Karim Wade, le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, s'est ouvert à Dakar hier devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Karim Wade est détenu depuis avril 2013 pour enrichissement illicite portant sur la somme de 117 milliards de francs CFA à l'époque où il était ministre. Viviane Wade a quitté ce matin sa résidence de Dakar pour se rendre au palais de justice où comparait son fils Karim, poursuivi pour enrichissement illicite. Au tribunal, la foule s'est déplacée nombreuse pour ce procès public qui passionne les Sénégalais. Un fort dispositif sécuritaire a été déployé. À 9h30, le convoi de Karim Wade arrive. Pas d'image de l'intérieur du tribunal, mais la salle d'audience est pleine. De nombreux responsables du PDS, son parti et celui de son père, Abdoulaye Wade, sont présents. Première déclaration de Karim Wade, « Je suis un prisonnier politique ». En détention préventive depuis avril 2013, il est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros par le biais de montages financiers,
du temps où il était conseiller puis ministre de son père. Selon l'accusation, cette somme se trouverait dans des paradis fiscaux dont Monaco et Singapour. Des accusations infondées et injustes selon les responsables du PDS qui parlent même d'acharnement. On sait qu'il y a une dévaluation des montants qui ont été annoncés au départ. Donc cela veut dire exactement qu'eux-mêmes ils se sont rendus compte que ce qu'ils ont dit dès le départ n'était qu'une extrapolation. Et en justice, on n'extrapole pas, on part sur des bases solides pour condamner quelqu'un. Toutes les accusations sont purement politiques. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. C'est un dossier juridiquement totalement vide. Et c'est politiquement qu'il faut qu'ils organisent ce procès-là. Le procès annoncé comme un marathon a été suspendu pendant 1 heure avant de reprendre. En cause, l'absence de Bibo Bourgi pour des raisons de santé. L'homme d'affaires est l'un des co-accusés actuellement hospitalisés. Karim Wade est à la une de tous les journaux sénégalais. Il risque entre 5 et 10 ans de prison. Karim Wade était ministre des Transports et des Infrastructures. Il comparait avec 7 autres personnes accusées de complicité devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Dans la bande de Gaza, les violences se poursuivent. Le gouvernement israélien accuse le mouvement palestinien Hamas et ses alliés de violations flagrantes du cessez-le-feu, et ce moins de 4 heures après son entrée en vigueur dans la bande de Gaza. En pleine recherche d'un cessez-le-feu à Gaza via l'Égypte, le Premier ministre israélien a lancé 2 avertissements de nature à la stopper net. Outre l'annonce de la mobilisation de 16 000 réservistes supplémentaires, Benyamin Netanyahou a prévenu ce jeudi que l'armée finirait son travail de destruction des tunnels de Gaza avec ou sans cessez-le-feu. Même si cette mission n'est plus qu'une question de jours, selon le général Sami Tourjman, en charge du secteur, Israéliens et Palestiniens continuent de développer parallèlement aux opérations sur le terrain une impitoyable guerre de propagande. Tsahal a multiplié ces jours derniers les documents vidéo montrant les soldats à la recherche de ces fameux boyaux, permettant aux combattants du Hamas de stocker les roquettes ou de frapper en territoire israélien. Avec un robot, nous allons creuser. Nous allons ouvrir le plafond et nous allons suivre le tunnel. L'armée a même diffusé les images de destruction de ces tunnels pour prouver que leur opération est indispensable à la sécurité de l'État hébreu. Dans la foulée, les brigades Azedin Qassam, branche armée du Hamas, ont filmé et diffusé sur les réseaux sociaux la vidéo d'une attaque menée grâce à ces tunnels contre un poste militaire israélien non loin de la frontière. Des images qui montrent des soldats israéliens surpris dans leur base et neutralisés par des combattants qui réussissent à prendre la fuite, comme ils sont arrivés, par les tunnels. Un document destiné à démoraliser l'ennemi qui a aussitôt répliqué en montrant pour la première fois des images de soldats opérant au sol, comme ici à Shajaïa. Le jour même, un document filmé dans le même secteur montre une ambulance palestinienne frappée par des tirs au moment où elle s'apprêtait à porter secours. Des images atroces qui montrent bien qu'il ne s'agit pas que d'une guerre de propagande. Des tirs israéliens dans le sud de l'enclave ont fait au moins 30 morts selon les secours palestiniens, et l'armée israélienne a proclamé la fin du cessez-le-feu censé durer 72 heures. Il devait permettre l'ouverture de négociations indirectes sur une trêve durable. Sachez que Hervé Renard est le nouvel entraîneur des éléphants. Le technicien français s'est engagé avec l'équipe ivoirienne de football pour un contrat de 4 ans. Objectif à préparer une équipe compétitive. Il a aussi pour mission de détecter les joueurs qui évoluent dans les différents championnats du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.